Bonjour. Bonjour à tous, donc je suis la fondatrice de Interstellar Lab. Avant de vous expliquer un peu plus en détail ce qu'on fait, je vais vous mettre un petit film, pour ceux qui ne l'ont pas vu, qui donne un petit peu le cadre et le contexte de ce que fait la société. Est-ce que ça marche ? Earth, the blue planet, the third from the sun. 4.5 billion years of evolution. Interconnected biosphere with a multitude of ecosystems working together to maintain this flourishing life. Mars, the red planet, the fourth from the sun. Mars has ice poles, an atmosphere, and weather, but no life on its surface. Yet we are going to discover, to explore, and this time, to settle. Despite their differences, the two planets share common ground. What we need to bring on Mars for life is what we need to protect on Earth, right now. What if we could use the same technologies on both planets to build places where life would be preserved? Welcome to a new world. Voilà, petite vidéo d'introduction. Donc, qu'est-ce qu'on fait, Interstellar Lab? L'idée, en fait, donc j'ai monté la société en septembre 2018, société qui est basée entre Los Angeles et Paris. Et en gros, tout partait du constat qu'en fait, aujourd'hui sur Terre, on a besoin de mettre en place des nouveaux systèmes, des nouvelles solutions, notamment dans le cadre du réchauffement climatique, des problèmes environnementaux qu'on a, des problèmes environnementaux et de pollution. Et donc, il y a un gros besoin sur Terre de mettre en place des systèmes qu'on appelle régénératifs. Ça veut dire pour tout ce qui va être la production de nourriture, le recyclage de l'eau, le recyclage des déchets, qu'en fait on recrée des boucles vertueuses dans lesquelles on réutilise systématiquement ce qu'on consomme. Donc on change nos modèles en fait de consommation. Et en fait il y avait un vrai constat quand moi j'ai commencé la société qui était de me dire en fait on n'a pas ces systèmes régénératifs en circuit fermé sur Terre. Ensuite, en regardant Mars, en fait, en faisant le comparatif entre la Terre et Mars, ce qui se passe, c'est qu'on a un timing qui est hyper intéressant. Dans une dizaine d'années, on va pouvoir mettre, pour la première fois, l'homme va déposer le pied sur Mars, grâce à des sociétés comme SpaceX et à la NASA qui les accompagnent aussi. Et en même temps, on est en train de faire face aujourd'hui sur Terre à des très très grosses problématiques où on a grosso modo une dizaine d'années pour pouvoir essayer de changer nos modes de vie, nos modes de consommation, avant que, malheureusement, comme le disent beaucoup de scientifiques, les choses deviennent un peu folles. Et donc, quand on regarde, en fait, quand on pense à vivre sur une autre planète et quand on pense à Mars, mais en fait, pour s'installer sur Mars et pour que l'homme puisse s'installer là-bas, il a aussi besoin de solutions régénératives. Parce qu'en fait, on ne va pas faire des allers-retours entre la Terre et Mars constamment. Il faut qu'on puisse aller sur une planète, mettre en place des systèmes où on va produire la nourriture localement, on va recycler l'eau, recycler les déchets, etc. Et donc, du coup, j'arrivais avec ce constat qu'entre les deux planètes, même si tout est différent, le climat, la gravité, et Mars n'est pas du tout... je cherche mes mots parce que j'ai l'habitude de parler en anglais. Mars n'est pas du tout accueillante pour l'être humain. Mais du coup, les contraintes qu'on a d'aller vivre sur Mars nous obligent à trouver des solutions qui sont complètement régénératives. Et du coup, c'est ce qu'on fait nous. En fait, on regarde, on construit des habitats comme si on était sur Mars, et en fait, on développe des stations spatiales sur Terre. Donc, c'est ce que fait Interstellar Lab. Donc, on a pour objectif d'ouvrir 10 stations sur les 7 prochaines années. Donc, ce que vous voyez, donc le nom de code des stations, c'est EBIOS pour Experimental Bioregenerative Station. Donc, station spatiale en circuit complètement fermé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'air que vous respirez, la nourriture que vous mangez, tout est produit à l'intérieur de la station et on n'a pas d'échange avec l'extérieur. Donc on prend un terrain où on n'a pas de connexion ni avec le système d'eau ni avec le système d'électricité. On vient avec nos équipes et nos imprimantes 3D, on imprime des serres gigantesques et des habitats, on fait pousser des plantes à l'intérieur et ensuite on enferme des équipes à l'intérieur en mission. C'est ouvert au grand public, aux scientifiques et aux astronautes et on commence la construction du premier module de test cet été.
Alors, experimental, parce que voilà, c'est un lieu d'expérimentation. Donc c'est un lieu où à la fois on vient expérimenter qu'est-ce que ça voudrait dire de vivre sur une autre planète. Donc si on allait sur Mars, à quoi ressembleraient les stations, quelle serait l'expérience. Mais ça permet aussi d'expérimenter la vie en circuit totalement fermé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous allez à l'intérieur de ces stations, pendant une semaine, vous faites partie d'une mission et d'un groupe, hein, et vous vivez dans cette station fermée. Il faut cultiver les plantes, il faut s'occuper du recyclage. Bon, en même temps, il y aura des astronautes qui expliqueront différentes choses. Mais ce qu'on se rend compte quand on vit dans cette station, c'est qu'en fait, chaque action qu'on fait, on voit tout de suite la réaction immédiate de l'écosystème. Contrairement à aujourd'hui sur Terre, par exemple, si vous voulez recycler quelque chose, vous vous dites je l'ai pas fait, c'est pas grave, je vois pas l'impact en fait. Et comme on voit pas l'impact de ce qu'on fait, on a du mal à changer nos comportements. Et c'est une des problématiques à laquelle on fait face aujourd'hui sur notre planète. Dans nos stations, comme tout est fermé, qu'on recrée des petits écosystèmes de la Terre, en fait, grosso modo, si on recycle mal, on a des déséquilibres gazeux qui s'installent, on commence à avoir des chutes d'oxygène et des niveaux de CO2 qui augmentent, et donc on voit tout de suite le déséquilibre. Et du coup, ça permet en fait à chacun de comprendre, dans un modèle d'une Terre beaucoup plus réduite, en circuit complètement fermé, à quel point les actions qu'on a au quotidien en fait ont une influence sur la biosphère. La différence par rapport en fait aux acteurs, donc il y a la NASA et l'ESA qui travaillent sur tous ces concepts-là de stations. La grosse différence qu'on a par rapport à eux, c'est que nous, nos stations sont designées pour accueillir une centaine de personnes. Alors au début, on commence toujours par un module de test pour 5, qu'après on augmente pour accueillir 100 personnes. Les analogues existants ont été designés pour 5 à 10 personnes maximum. Et surtout, ils utilisent beaucoup de technologies et des systèmes physico-chimiques, alors que nous, en fait, on combine beaucoup de choses différentes, et notamment la nature et les plantes. En fait, tout notre système de départ est basé sur une sélection de plantes qui viennent à la fois remplir les besoins nutritionnels d'un groupe d'humains, et donc tout ce dont vous avez besoin en protéines, en carbohydrates, etc., et en vitamines, et en même temps vient produire l'intégralité de l'oxygène. Donc on remet la plante, on la mixe avec de la technologie, du software, de l'architecture, machin, etc. Et ça, c'est très, très, très novateur. Il y a une seule société qui avait fait ça dans les années 90, qui s'appelle Biosphère 2, qui avait créé des dômes géants dans le désert avec tout un système de jungle, de savane, etc. qui avait été créé. La station, donc ça c'est un des rendus. Alors on va avoir des nouveaux rendus dans pas très longtemps, dans un mois, puisqu'on refait tourner des simulations de ce à quoi pourrait ressembler la station dans le désert de Mojave. Donc la première qu'on construit sera en Californie, les autres seront en Floride. Enfin la deuxième sera en Floride, la troisième sera en Europe. Chaque station est construite, donc comme je disais, comme un circuit totalement fermé, où vous voyez les tunnels, tout est interconnecté. Vous vivez dans les habitats, chaque serre vient apporter la nourriture dont vous avez besoin. Comment est-ce qu'on a fait? Alors voilà, c'est destiné pour à la fois ce que je disais, donc c'est un centre hospitalier, enfin c'est comme un hôtel en fait, c'est un genre de Club Med, mais vraiment scientifique avec de la vraie technologie à l'intérieur, ou un center park, parfois je le décris comme les center parks de la science et du futur, et c'est réservé à 3 types de populations, enfin on va dire 3 grands groupes. Les scientifiques, des scientifiques qui vont venir tester, découvrir et tester leur nouveau système, et puis contribuer à toute la recherche, parce qu'il y a énormément de recherche dans ce projet. Les astronautes, parce qu'en fait les astronautes ont besoin de s'entraîner sur des bases avant de pouvoir aller, que ce soit sur la Lune ou sur Mars, de faire des expériences en temps réel dans des endroits complètement fermés, et de se préparer avant de pouvoir aller, comme je disais, sur la Lune et sur Mars. Et aussi le grand public. C'est la grande nouveauté d'un projet de ce type-là par rapport à tous les autres projets qui existent, c'est qu'on a vocation à faire venir le grand public, les enfants, les adultes, les ados, les plus vieux et les moins jeunes, et les plus jeunes. Et l'idée, c'est vraiment, comme je le disais, d'arriver dans un autre monde. Donc en gros, quand on arrive à la station, vous venez avec vos affaires, en fait vous arrivez au checkpoint, vous laissez toutes vos affaires au checkpoint, vous laissez vos téléphones, vous enlevez vos fringues, on vous file vos tenues pour la semaine, vous rentrez dans votre combinaison d'astronaute et on vous emmène sur la station. On ne sait pas encore si on vous y emmène via un Hyperloop ou si on vous emmène via d'autres systèmes, mais l'idée c'est vraiment qu'il y a un voyage qui vous emmène à la station, et la station est loin de tout et vous êtes vraiment isolé du monde pendant une semaine. Et pendant une semaine, vous choisissez. Est-ce que je fais la formation espace? Est-ce que je fais la formation agriculteur du futur? Est-ce que je fais la formation ultra high-tech et je contribue à tester des nouvelles choses? On aura plein d'imprimantes aussi pour imprimer des nouveaux bâtiments. Donc voilà, donc ça c'est vraiment c'est assez unique au monde. Voilà, c'est ce qu'on fait.
Donc je le disais, les deux premiers sites, donc en Californie et l'autre au Kennedy Space Center. On est une équipe assez jeune et assez petite pour ce qu'on fait. On est donc start-up, 10 personnes, principalement basées à Station F. Aujourd'hui, tout le monde est à Station F en ce moment. Dans 2 mois, on va présenter beaucoup plus en détail tout le plan de construction, où en fait, donc le plan de construction du test module que je vais vous montrer après, où grosso modo, on a donc des imprimantes 3D qui vont imprimer la structure en aluminium des dômes. Ensuite, on couvre par-dessus avec un système, c'est pas un plastique, mais une membrane qui est composée d'ETFE. Alors, je sais pas du tout si ça vous parle, mais qui combine ETFE et aérogel et qui nous permet de nous protéger contre les rayons ultraviolets et qui en même temps nous laisse passer la lumière pour faire grandir les plantes. On a fait notre propre système d'aéroponie, donc aéroponie à la fois horizontale et verticale. Donc, on a designé nos propres tours d'aéroponie avec un système à haute pression pour permettre d'accélérer la croissance des plantes. À côté de ça, on a toute une partie software aussi. En fait, dans toute la démarche, je passe et je vous montre. Voilà. Dans toute la démarche de construction en fait de ces systèmes écologiques, avant de le designer et de passer à la phase d'architecture de construction, il faut tout simuler en amont. Et donc en gros, ce qu'on a fait, c'est qu'on est reparti vraiment à la base de la base. Donc on repart par des équations chimiques où on va en fait regarder les échanges gazeux et on va repartir sur des équations stoichiométriques en fait où on va simuler une plante, ça consomme tant, ça a besoin de temps, ça relâche tant. Et ensuite on fait un modèle vraiment chimique où on retrouve ça s'appelle un mass balance model. Donc on retrouve un équilibre. De cet équilibre-là, ensuite on le transforme en algorithme. Donc on a 3 algorithmes aujourd'hui, un de sélection de plantes, un autre de simulation Enfin bref, je rentre trop dans les détails. Et grosso modo, donc on doit tout simuler pour pouvoir anticiper la taille des serres, les plantes qu'on sélectionne, les impacts ça, combien d'eau elles ont besoin, combien d'oxygène elles vont produire, et pouvoir anticiper quand on arrive dans le désert au départ, combien de tanks d'eau avec combien de volume d'eau on arrive, combien de tanks de CO2 et d'O2, et combien de temps il va falloir à la station pour qu'elle soit complètement et totalement autonome. Parce que comme je le disais, on est en circuits qui sont totalement fermés. Donc on fait, c'est ce que j'étais en train de vous expliquer. Donc là c'est une découpe. Bon, le design a encore un peu changé. On a sorti le système d'aéroponie. Maintenant on le met plus sous terre parce que ça coûte un petit peu trop cher de creuser pour le mettre pour le premier module de test. Mais on le sort et il est à côté dans un autre dôme qui est un petit peu plus opaque parce qu'on n'a pas besoin de la lumière de l'extérieur. Mais grosso modo tout est interconnecté. Donc ça c'est l'habitat. Ça c'est notre système de traitement de l'eau où on utilise plusieurs technos, des systèmes qui sont déjà utilisés dans la Station spatiale internationale, hyper classique avec des filtres à charbon actif, des systèmes avec ce qu'on appelle on utilise des ultraviolets pour faire la désinfection de l'eau. Nous, ce qu'on a rajouté en plus, on a construit un dôme qui est complètement fermé dans lequel en fait on traite l'eau grâce à des nénuphars et des roseaux. Donc on a une approche à la fois très low-tech dans le sens où on va se prendre des solutions qui sont déjà dans la nature, donc on n'a pas besoin de réinventer l'eau, de réinventer des solutions technologiques, et en même temps on vient mettre des systèmes technologiques hyper complexes comme par exemple les structures de dômes que l'on fait qui aujourd'hui avec les matériaux qu'on utilise etc n'ont jamais été faits et n'existent pas sur Terre. Sur le système de plantes, donc comme ce que je vous disais, avec notre algo on a aujourd'hui une sélection de 56 plantes qui couvrent donc tous les besoins nutritionnels d'une équipe de 5 personnes. On va travailler avec des grands chefs français pour avoir les meilleurs menus possibles à proposer parce que dans les stations pour l'instant tout est vegan et après on verra comment ajouter des animaux, mais c'est un peu plus compliqué à modéliser, donc on y va étape par étape. Et donc voilà, c'est un circuit qui est complètement régénératif et nos 3 grands focus, c'est la nourriture, le traitement de l'eau et le traitement des déchets. Et en plus avec ça, on doit contrôler, parce qu'on recrée une atmosphère à l'intérieur, totalement contrôler en fait les niveaux des gaz d'azote, de CO2 et d'O2 à l'intérieur de notre atmosphère. Donc ça, c'est un rendu, il a encore changé, je le ferai suivre dans un mois, parce que là, on est en train de faire les tests de simulation sur les structures. Donc en fait, on est en train d'appliquer des forces sur les structures en simulation pour être sûr que tout va bien tenir. Parce qu'il y a des problématiques de pression, en fait, comme la station est fermée et qu'on a des différences de température avec l'extérieur, il y a un moment, en fait, à l'intérieur de la station, comme c'est
totalement sealed, en fait ça doit respirer un petit peu. Donc là on applique des forces et des pressions et on fait des tests avec des vents très violents parce qu'on s'est mis dans le désert de Moab où il y a des vents très violents et des tempêtes qui peuvent nous permettre de tester des choses, notamment en prévision de tempêtes sur Mars et des grosses tempêtes sur Mars qu'il y a. Donc ça c'est un rendu du test module qu'on commence à construire, donc comme je disais cet été, fin de l'été, début de l'automne plutôt, parce qu'il fait un petit peu chaud dans le désert de Moab pour le construire au mois d'août, donc ça sera plutôt en septembre. Et ça sera destiné à 5 personnes, donc on aura 5 personnes qui vont venir tester. Donc bien sûr, alors toute l'équipe chez nous, tout le monde veut y aller et on va tous y aller. Et il faut qu'on améliore le système aussi. Mais on a plein d'explorateurs qui nous ont contactés aussi pour venir passer du temps dans la station pour nous permettre d'itérer. Un explorateur français qui est assez connu, qui s'appelle Benjamin Potier, qui a fait énormément de missions analogues, avec qui on s'aime beaucoup et qui va nous aider là-dessus. Plus on a plein d'astronautes, donc comme c'est aux États-Unis et qu'on est proche de la NASA, plein d'astronautes de la NASA qui vont venir aussi passer du temps à nous permettre de mettre tout ça bien en place. Et ensuite, ça sera ouvert au grand public. Donc il y a déjà des listes d'attente de gens qui veulent venir pour pouvoir tester. Tout sera filmé. Alors pas tout, il y aura des moments d'intimité bien sûr pour les équipes qui sont à l'intérieur. Mais on aura, on va quand même pas mal filmer au début avec une chaîne disponible qui vous permettra de suivre les aventures en fait des gens qui sont à l'intérieur. Donc un petit peu, mais vraiment comme si on est dans un film de science-fiction, quoi. Le matin, t'arrives, hop, tu t'enregistres, tu regardes tes niveaux de CO2 et d'O2, tu vérifies que tout se passe bien, et tu pars avec ton équipe et t'organises toutes tes missions. Donc c'est un genre de escape game géant en fait, et avec plein de technologies. Mais c'est à la fois fun. C'était ça l'idée en fait, c'était de se dire on va faire quelque chose qui est ultra tech, mais qui est en même temps fun et hyper inspirant. Où on se dit c'est peut-être comme ça que ça va être de vivre sur une autre planète. Mais on n'est pas obligé même de croire à aller sur Mars ou etc. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est de se dire, en fait, je viens là et je m'isole totalement pendant une semaine. C'est comme si vous allez faire une retraite de yoga au Costa Rica. Mais en fait, vous vous rendez compte tout de suite de l'impact que vous avez sur le monde qui vous entoure. Et l'idée, c'est de permettre aussi aux gens, quand on revient dans la réalité et qu'on a quitté ces stations, pendant une semaine, on était dans un monde un peu irréel où on s'est pris pour Guardians of the Galaxy et on revient dans le monde réel et on se dit en fait mais j'ai compris à quel point ce que je fais dans mon quotidien a un vrai impact sur notre biosphère. Et ça c'est vraiment quelque chose qui nous anime et je pars pas volontairement dans un discours trop tourné sur trop négatif par rapport au futur ou trop dystopien, mais ce qu'on essaye de proposer c'est quelque chose d'hyper positif, qui nous inspire et qui nous donne envie et voilà. J'espère que vous avez compris ce que je raconte. Donc voilà, donc ça s'appelle Interstellar Lab et notre objectif c'est de construire un futur plein de vie sur Terre et puis sur d'autres planètes aussi. Voilà, merci. Et des questions ? Merci. Alors pardon parce que j'ai pas suivi le début, donc je sais pas si la réponse était dans le début de la présentation, mais à la fin vous avez dit que il y aurait pas d'animaux et je vois qu'il y a quand même beaucoup de végétaux et que donc les menus seront végétariens. Est-ce que du coup vous allez quand même insérer des insectes ? Est-ce que oui ? D'accord. J'en ai pas parlé avant, mais effectivement en fait dans les insectes on a à la fois les pollinisateurs parce qu'on en a besoin. Ouais. Donc je dis pas d'animaux, mais c'est plus pas de mammifères. Mais effectivement des insectes. On est aussi en train de travailler en fait. Donc il y a tout le système en aéroponie et ensuite il y a la serre. Il y a une serre en fait subtropicale. Donc on recrée un climat subtropical dans laquelle on va y avoir c'est plutôt papaye, avocat, etc. Patates douces donc qui grandissent très très bien. Et on n'a pas besoin de grande profondeur de sol. On a besoin d'1 mètre en fait de sol, ce qui est très peu pour faire grandir ces arbres fruitiers là. Et dans cette partie là, on aura des insectes. Alors pour l'instant, je pourrais pas vous dire lesquels. Donc voilà, ouais, exactement, parce qu'on aura un sol, donc un sol. Et on regarde aussi, moi je regardais dans les pollinisateurs, les colibris. Voilà. Donc si aussi on peut, l'idée c'est pas tout de suite, mais si on peut aussi contribuer à préserver des espèces, à préserver la biodiversité, on le fera à l'intérieur. On le fait déjà sur le végétal en fait. Il y a plein de plantes qu'on a sélectionnées qui sont aujourd'hui certaines sont pas du tout protégées. Et donc nous l'idée c'est aussi pas dire des sanctuaires, mais d'aider à promouvoir à protéger la biodiversité. Bonjour. Je me demandais, donc si j'ai bien compris, vous avez vocation principalement à faire un peu d'éducation
et à ouvrir les lieux comme des lieux un peu de vacances immersives et tout ça. Est-ce que vous projetez aussi de travailler avec les villes du monde, justement dans une démarche d'accompagnement par rapport aux problématiques de changement climatique? C'est une super bonne question. En fait, les technologies, donc nous on design tout en circuit, enfin tout est intégré. Donc on bloque tout ensemble parce que c'est justement des circuits fermés. Par contre, chacune de nos technologies est utilisable en dehors du circuit. Ça veut dire qu'une fois qu'on a montré en fait notre système de traitement des eaux, notre système de traitement des déchets ou de production de nourriture, en fait ces technologies-là sont spin-offables de la station et sont applicables dans d'autres villes et dans d'autres endroits. Donc dans notre roadmap, il y a d'abord nous tester les technos, montrer leur viabilité, et une fois qu'on est 100% sûr et qu'on sait comment les sortir du système et les scaler, l'idée c'est aussi d'accompagner les acteurs, enfin les grandes villes dans leur changement en proposant des solutions. Il y a pas mal de villes qui nous ont déjà contactés en fait. Donc, voilà, c'était ça en fait ce que je voulais dire. Merci. En fait, il y a soit ça sera un business model, et donc du coup on fera du système de licence de technologie avec des acteurs et c'est un business model. Soit c'est open source, mais open source en fait c'est aussi un business model parce qu'il y a tous les systèmes d'installation, etc. et d'accompagnement. Ce que j'adorerais, c'est que dans 10 ans, une fois que les stations ont bien tourné et qu'on sait exactement, peut-être même avant 10 ans, et qu'on sait exactement comment tout fonctionne et qu'on sait prendre un lieu et de A à Z construire une station pour 100 personnes et avoir tout qui tourne, c'est qu'on puisse rendre tout ça open source pour faciliter l'installation de ce genre de système en fait, sans avoir le côté espace que nous on aura toujours et les autres acteurs n'auront pas forcément, mais de pouvoir dire aux gens voilà voilà comment on fait. Si tu as un terrain pourri, on peut t'aider à construire une station pour 100 personnes, peut-être même plus, et c'est l'idée. Merci pour la conférence, c'est super intéressant. J'aurais une question qui serait plus business oriented. Et une autre, ce serait aussi par rapport à l'idée, comment l'idée est née. Première, donc le business. Donc, au niveau maintenant, actuellement, vous allez ouvrir un nouveau, vous allez créer une nouvelle première en Summer 2020. Oui. Right. Et la question, c'est quelles sont les personnes quelles sont les organisations qui vous soutiennent pour financer tout ce projet-là? Et quels sont les challenges que vous allez surmonter au niveau du business dans les 1 an, 2 ans ou 3 ans à venir? Toute la boîte est financée en fonds privés aujourd'hui. Donc moi au début j'ai mis mes sous pour lancer la boîte. Et ensuite après j'ai 3 business angels qui sont rentrés, qui m'avaient accompagné sur ma précédente boîte et qui sont rentrés au début de l'aventure. On refait un round dans pas longtemps. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que chaque station a une structure différente. Donc, c'est comme un modèle hôtelier. Donc, en gros, construire une station, ça coûte à peu près entre 30 et 50 millions. À la louche, je vous dis ça parce que ça dépend des sites. Et ça vient se financer exactement comme un hôtel. Notre business model, c'est quoi? C'est de vendre des séjours. On vend pas des séjours journaliers, on vend uniquement des missions à la semaine. Et à 3 types de populations différentes qui sont les scientifiques, les astronautes et le grand public. Sachant qu'on aura des offres étudiants un peu assez spécifiques. En fait, on discute déjà avec pas mal d'universités, des étudiants qui pourront en fait profiter de passer une semaine là dans le cadre de leur master ou de leur PhD. Et du coup, on n'aura pas à dépenser aussi cher, parce qu'aux scientifiques, aujourd'hui, quand ils vont faire une semaine sur un analogue, une mission analogue dans le désert ou en Antarctique, ça coûte $25 000 la semaine. Donc, on va pas facturer ça aux étudiants, mais donc du coup, on a plusieurs offres en fonction du type de population et de ce qu'ils cherchent. Donc, ça répond, je pense, à la question sur le business. Et j'imagine aussi que vous avez parlé à un moment qui était pertinent, je trouve, c'est de mettre sous forme peut-être d'une télé-réalité, j'imagine. Non, c'est un peu ça. Non, mais c'est drôle. Mais en fait, il y en a déjà qui nous ont contactés là-dessus. Je sais pas. En fait, il y a un côté où il y a un côté où je me dis ça va être c'est super cool si on reste bien intentionné. Exact. et que du coup on garde ce côté éducatif. Si on part dans je sais pas, c'est comment, c'est les anges, la latéralité, enfin tous ces trucs là, si ça part là-dedans et que c'est une catastrophe, c'est une catastrophe totale.
Mais il y a un petit côté que, je sais pas, moi qui m'attire personnellement, j'adorais, avec la team, on en parle hyper souvent, mais se mettre en scène pendant une semaine où on a l'impression d'être dans Star Trek et on y va, c'est un côté un peu fun et drôle. Donc du coup, il y a un peu où est-ce qu'on met le curseur? Est-ce qu'on le fait tout le temps ou est-ce que c'est juste certaines qui sont comme ça? Voilà, je sais pas encore. Ouais, en tout cas, je veux dire, c'est fou. Hein. Imaginons qu'elle devienne quelque chose de global, une vision globale qui réunisse tous les pays et que ça crée un awareness là-dessus. Ça serait juste fou parce que je pense qu'il n'y a pas d'émission là-dessus actuellement. Et c'est vraiment quelque chose de prometteur. Ouais. Du coup, ça revient aussi sur l'idée, comment l'idée est créée, comment l'idée est née. Et c'est là, en fait. Ma précédente boîte s'appelle Hardware Club. Donc, c'est un fonds d'investissement et une communauté spécialisée sur les startups qui font de la robotique, du hardware, etc. Donc, moi, j'ai financé, dans la communauté, il y avait 400 sociétés dans plein de pays différents. Quand je suis partie, en fait, je me posais la question. Donc, je savais que ce que je voulais faire cette fois-ci, c'était plus uniquement d'accompagner les entrepreneurs, mais c'est de construire nous-mêmes la techno. Donc, en fait, en tant qu'investisseur dans le hardware, on était hyper proche des équipes. On voyait très bien comment se passait la production, etc. On avait des partenaires de production en Chine. Donc, en partant de Hardware Club, j'étais en train de me dire, non mais ça va pas. On a financé plein de startups, mais qui ont très peu d'impact en fait sur notre terre aujourd'hui, et c'est des solutions qui apportent pas sur terre. Et donc, du coup, j'étais en train de chercher tout ce qui était système d'eau, système de traitement des déchets, comment on utilise les déchets organiques pour faire d'autres matières, etc. J'étais en plein là-dedans. Chez moi, je me suis recréé un univers qui ressemblait vachement à mon univers de petite fille, en fait. Donc, quand j'étais enfant, j'adorais, j'avais mon secrétaire, j'ouvrais mon secrétaire, il y avait mon laboratoire chimique, mon petit laboratoire où je faisais mes petits robots, mes petits trucs, il y avait ma table d'architecte où je me prenais pour une architecte, etc., quand j'avais 10 ans. Je faisais mes posters le soir et j'arrivais à l'école pour expliquer comment marche le système solaire. La gamine hyper nerd, les parents savent pas quoi en faire. Et en fait, je me suis replongée un peu dans tous ces trucs que j'aimais bien, juste après avoir quitté mon autre boîte. Et un jour, je vois, c'est février 2018, donc SpaceX, les boosters qui reviennent. Et je réécoute un peu, donc toujours fasciné par l'espace, etc. Et je réécoute un peu un des discours de Elon Musk où il parle de comment devenir une espèce multiplanétaire. Et là, ça fait un espèce de tilt. Et je me dis, mais ça n'a aucun sens de devenir une espèce multiplanétaire si on n'est pas foutu de trouver les solutions ici. Et je dis, mais en fait, c'est hyper intéressant, exactement ce que j'expliquais au début. Ce dont on a besoin pour vivre sur Mars, c'est le même type de système dont on a besoin aujourd'hui sur Terre. Et voilà. Et du coup, j'ai eu l'idée. Puis je suis partie j'ai vendu toutes mes affaires ici. Je suis partie à San Francisco avec une valise remplie de bouquins et une autre de fringues. Et je suis arrivée avec mon idée voir mes copains, mes potes de la tech à San Francisco. Je leur ai dit, je veux faire ça. Ils m'ont dit, waouh, ok, qu'est-ce qui t'est arrivé? Hardware Club, c'était hyper bien. Enfin, je dis non, mais c'est ça, je veux faire ça, etc. Et puis là, ils m'ont dit, ok, on m'a commencé à me présenter des gens. Des gens aussi très connus, puis des gens de la NASA et qui m'ont tous vachement soutenu dans ma démarche en fait, parce que j'ai pas le background, je suis une femme, je sais pas quel âge j'avais, 33 à l'époque. Faut dire je veux faire des stations spatiales sur Terre, wouh. Et et les gens y ont vachement cru. Et du coup, j'ai bossé comme une malade, mais comme une dingue. Enfin, j'étais là-bas, à Los Angeles. Je bossais, j'allais voir la NASA, on me faisait rencontrer des gens. Je rebossais, je réexpliquais tout ce que je voulais faire. Et de fil en aiguille, c'est parti. Wow, je sais pas. Parce que je trouve que vous représentez vraiment l'esprit les makers. C'est énorme. Je veux dire, d'être devant là, merci. Vraiment, c'est fou. En tout cas, parce qu'on est dans la même école, c'est ça? Vous étiez à la Lyon? Oui, exactement. Ouais. Et on a l'esprit maker, c'est vraiment genre... je vais vous dire l'esprit, hein. Il y en a une autre derrière toi qui est aussi de l'EM Lyon. Non. Wow. Ok, donc ça commence. I wake up early, I capture 1,000 ideas. Shake and share them, focus and soul goes on into opportunities. I move forward to make it happen. Try, fail, do it again. Make it work and improve it. With the help of others, I'm more than an entrepreneur. I'm an maker. And c'est vraiment ça que je trouve que c'est passionnant, vraiment. En tout cas, merci beaucoup. Merci, je vais passer le micro parce que j'ai trop pris. Est-ce que tu recrutes et qu'est-ce que tu cherches comme compétences? Alors, oui, on recrute. Donc, dans l'équipe, aujourd'hui, on a
Donc, 2 ingénieurs aérospatiales, un PhD, une PhD en solid mechanics, scientifique, biologiste et architecte, donc, grosso modo, pour donner un peu, voilà, le contexte. Ah si, on a aussi, mathématicien, donc ingénieur civil, mais qui est aussi, qui est plutôt mathématicien. Donc c'est lui qui fait la grande majorité de notre code. Le code, il est assez, on est vraiment c'est vraiment des formules scientifiques qu'on repasse en code. Donc c'est du Python assez basique en fait, mais il faut surtout comprendre comment la physique et la chimie de l'autre côté marchent pour pouvoir le passer en algorithme. Donc ce que j'ai besoin aujourd'hui dans l'équipe, sur la partie plus qui nous concerne en étant à 42, c'est quelqu'un qui va faire c'est un développeur, mais qui va être peut-être plus data scientist. En fait, on a nos propres bases de données sur les plans, donc des bases de données gigantesques. On vient prendre toutes les datas et ensuite après on fait tourner les algos. Il faut bien faire ça parce que c'est pas du tout le cœur métier de l'équipe. Donc je cherche quelqu'un pour travailler avec avec notre mathématicien sur reprendre les bases de données, retravailler sur améliorer encore le code en Python et faire la connexion avec notre interface. Ensuite, on a besoin de créer l'interface de la plateforme Interstellar Lab. Donc quand on rentre dans la station, il faut qu'on puisse donc tout mesurer, tout simuler, tout ça. Donc ça, c'est grâce à nos algos qu'on arrive à faire, mais donc il faut faire le passage de ça au front. Donc aujourd'hui, on n'a pas fait le front. On a quelqu'un en interne qui dessine merveilleusement bien et qui sort de The Walt Disney Company et qui va s'occuper de cette partie-là. Elle code un peu, mais pas complètement pour faire le bridge. Donc ça, c'est dans les profils plutôt 42 qu'on recherche, c'est ce type de profil-là. Et sinon, on recrute encore des ingénieurs aérospatiales, mais on en a, eux, ils sont plutôt aux États-Unis. Donc on va choper chez c'est pas nos concurrents, mais chez nos copains de chez SpaceX, Boeing et Blue Origin. Donc voilà, pour l'instant, on n'a pas annoncé qui, mais ça ne va pas tarder. Bonjour. C'est une très, très belle idée qui part sur des beaux principes, mais comme toute belle idée qui part sur des magnifiques principes, après on ne sait pas comment ça peut être utilisé à moyen et long terme. Ouais. Est-ce que vous n'avez pas peur, en démontrant qu'on peut vivre dans un système fermé, que finalement la prise de conscience autour de il faut sauver la biodiversité, limiter le dérèglement climatique, etc., on se dit c'est pas si important parce qu'on a une solution et on sait très bien que la solution ce sera toujours pour les mêmes, la frange qui sera en capacité de se payer ce type d'habitat. Est-ce que vous n'avez pas peur de cette dérive-là voilà. Pas comparer Einstein et la bombe atomique, mais c'est un peu l'idée, quoi. C'est une très bonne question. Je pense que ça dépend sur ce type de projet-là, sans parler de moi, mais je pense que c'est vraiment le fondateur. Bon, là c'est moi, mais et la motivation et son quelle est l'intention, quelle est l'authenticité, etc. Donc je partis. Enfin, comment dire. Je me fais confiance pour essayer d'apporter, en tout cas d'avoir le meilleur positionnement possible quand ces problèmes-là et ces questions-là se poseront. Il y a deux choses, il y a autre chose. Dans Biosphère 2, quand ils l'ont fait, en fait, le fait de recréer cet écosystème fermé, ils ont fait des découvertes qui aujourd'hui nous servent énormément. Par exemple, ils ont compris que les arbres, à partir d'un certain niveau de CO2 dans l'atmosphère, ne sont plus capables de processer le CO2. En fait, quand on atteint 660 ppm de CO2 dans l'atmosphère, les arbres arrêtent de processer. Donc en fait, c'est vachement bien de planter des arbres pour la séquestration du CO2, mais il y a un moment donné en fait où les arbres plateaux et ça suffit plus. Et donc là, on a les niveaux de CO2 qui explosent. Donc ça, ils l'ont expérimenté et ça, on peut le voir que quand on recrée des petits écosystèmes totalement fermés. Ils ont découvert à l'époque aussi l'acidification des océans, toutes ces choses qui nous servent aujourd'hui. Donc ce que je pense en fait, c'est qu'en fait, en recréant à nouveau des écosystèmes comme ça, en fait, on va avoir plein de choses qui, au contraire, vont nous permettre de comprendre ce qui est en train de se passer sur Terre et d'apporter des solutions, parce qu'en fait, on n'a peut-être pas anticipé ce qui peut se passer. Donc voilà, est-ce que ces bulles vont servir à se protéger quand il y aura des grandes crises climatiques ou quand il y aura des virus plus graves que... mais je le sais, mais je dis ça parce que c'est con, hein, mais il y a eu deux trucs, il y a l'Australie et il y a coronavirus, et sur les deux, moi j'ai reçu une ribambelle d'emails, ils sont précants tes dômes parce qu'on a besoin de les mettre en Australie, tu peux faire des dômes dans lesquels tu mets des filtres, comme ça on est sûr qu'il n'y a pas les virus qui passent. Je le sais, je vois qu'il y a ça qui arrive déjà. J'ai pas la réponse, mais
Non, on va essayer de faire au mieux. C'est plus une question philosophique. Je pense qu'il y a un vrai risque dans tous les cas, parce que vous créez votre modèle et après ce sera copié. Et il y aura forcément, voilà, je pense qu'il y a forcément un risque ou une opportunité. Enfin voilà, c'était juste. Bonjour. Bonjour. Là, ce serait plutôt une question sur des ambitions à long terme, voire très long terme. Donc, vous avez dit que vous voulez bâtir environ 10 sites d'ici 7 ans. Et est-ce que vous avez un rêve, par exemple, une station beaucoup plus grande, je sais pas, 1000 personnes, 10 000 personnes, voire une ville entière, par exemple Paris, voyons grand. Alors, je sais pas comment ça s'organise ou si vous avez lancé les processus, par exemple, pour des sites potentiels sur Mars. Mais quelles sont les barrières légales, du coup? À qui appartient la Terre? Qui gère ça? Sur Mars? Oui, là, sur une autre planète. C'est une bonne question. Je sais pas du tout. Du coup, est-ce qu'il faut créer un bureau colonial, par exemple, qui administre les terres? Non, c'est un très bon point parce que le traité, le traité de la Lune, il est complètement, outdated. Il est hyper vieux, quoi. Il est de 1967. Et il faut le refaire, en fait. Donc, parce que maintenant, il commence à y avoir pas mal de gens avec pas mal de fusées qui sont capables d'aller sur la Lune, et au plus tard, ça sera sur Mars. Aujourd'hui, je peux pas répondre parce que j'ai pas la réponse. Moi, je pense en fait, nous, dans ce qu'on fait, on va tout automatiser pour qu'on puisse aider à la construction de la première station spatiale sur Mars. Ça sera, honnêtement, je pense pas que ça soit en 2027, contrairement à 2026-2027. Je pense que c'est beaucoup trop tôt. Je pense qu'ils seront pas prêts, même sur la fusée. Je pense que ça sera un tout petit peu après. Je sais pas répondre à la question sur le territoire. En fait, c'est un sujet où, je sais que si on y va, ça sera avec SpaceX, la NASA et nous. Donc, ouais, je sais pas. Alors, vous utilisez les fusées SpaceX Pour l'instant, c'est le seul à construire une fusée qui peut aller là-bas, quoi. Donc SLS, on ne verra jamais le jour. C'est la fusée de la NASA qui travaille avec Boeing et Lockheed Martin. C'est un puits sans fond et puis ils ont pas les technologies, ils sont pas prêts. Voilà. Blue Origin, c'est très Lune, c'est très focalisé sur la Lune. Et Mars, c'est un autre type de vaisseau dont on a besoin et c'est le seul aujourd'hui à le faire. Après, il y en a d'autres qui vont arriver. Je pense que Relativity Space, qui font des impressions 3D de fusées, à mon avis, ils vont vraiment bien itérer sur leur machine et dans 5 ans, 6 ans, je pense qu'ils seront capables de faire de faire une autre version des fusées pour aller sur Mars. D'accord. Et justement... Ah oui, la question sur la Terre, les villes, les grandes villes. Non, oui, ça, oui, complètement. Mais je le dis pas encore parce que voilà, et ça paraît trop. Mais l'idée, c'est, en fait, c'est vachement inspiré c'est un projet parce qu'après, il était transformé en parc d'attractions. Mais en fait, c'est Walt Disney en 66, je crois, qui avait lancé Epcot. Donc Epcot, c'est Experimental Prototype for the Community of Tomorrow. Et c'est devenu le parc Epcot en Floride, qui est, un parc d'attractions génial. Où il y a plein de trucs dedans. Mais sa vision, c'était de créer des villes expérimentales qui allaient continuer à grandir, où on teste plein de technologies. Et ça, c'est un peu l'idée. On a un début de station, puis ensuite après, ça grandit. Voilà. Mais j'aimerais pas avoir à faire. Enfin, je sais pas. Il y a un truc qui me gêne dans l'idée de faire une ville sous cloche pour 1000 personnes. Il y a quelque chose on revient au point de vue philosophique où il y a quelque chose qui me dérange. Mais en même temps, il y a quelque chose qui m'intéresse aussi dans ce concept-là. D'accord. Oui, pardon, dans la valeur éducative que vous aimeriez donner à ce projet, justement, les limites dont vous parliez, c'était est-ce que vous vouliez créer une ville après fermée voilà. Et je me demandais, en fait, je ne sais pas si vous l'avez expliqué au début de votre présentation, mais je me demandais comment vous aimeriez que les gens arrivent, c'est-à-dire est-ce qu'ils arrivent avec leurs ordinateurs, voilà. Donc, est-ce qu'il y a des conditions vraiment spécifiques et l'idée, c'est vraiment d'aller dans un autre monde. Donc, c'est ultra immersif. Et donc c'est vraiment, vous venez, en fait, tout ce qui appartient au monde de la Terre dans lequel vous vivez, vous le laissez à l'entrée quand vous arrivez au desk d'entrée. Des vêtements, ouais. Voilà, des vêtements, etc. Les téléphones. Alors pour l'instant, moi, j'ai plutôt pas envie qu'on ait de téléphone et de connexion avec l'extérieur. Ou alors les gens gardent leur téléphone, mais on bloque toutes les apps et tous les trucs, etc. On va voir. Pour moi, c'est pas de téléphone. Et pendant une semaine, Ils participent à la culture des... Ah oui, vous êtes en mission. Là, vous me faites 5 personnes. Sur le module de test, c'est 5. Une bande de 5. Okay. T'es le capitaine. Tu vas prendre ton chef. Tu vas avoir le chef du système d'aéroponie, etc. Vous organisez votre mission, vous la préparez avant, etc. On a des explorateurs qui préparent déjà ces missions-là, qui vont nous aider à mettre tout ça en place. Et ça, c'est l'idée. Moi, c'est vraiment, un truc
totalement immersif, comme je disais, un escape game d'une semaine, quoi. Bon, et sympa, il n'y a pas de risque de mort. D'accord, merci. Oui, c'est un peu plus clair. J'ai pas vu le début, bon, pardon. Merci à tous, merci. Bon week-end.